Les personnes citées dans ce livre, dans les rôles dans cette affaire, ne peuvent être niées, ne peuvent ni eux-mêmes, ni leurs descendants m'accuser de délit de diffamation. Quels qu'eussent été nos rapports avant, pendant ou après cette pénible époque? Mon frère Daniel Adzoum Béné, couramment appelé Daniel Béné, je n'épargne personne, surtout pas mon frère que j'aimais tant, et non plus moi-même. Je sais que la vérité blesse. Je sais aussi que toute vérité n'est pas bonne à dire, selon un dicton français. Mais maudite soit la bouche qui se tait quand elle doit parler. Le verbe même, par son expression écrite, est une responsabilité qu'il faut apprendre à assumer. La véritable histoire d'un pays est celle dont les événements ont été écrits sans acrimonie ni mensonge, par vengeance par ceux qui l'ont vécu. Ceux-là qui, de loin ou de près, ont été dans le tourbillon et l'engrenage de ces événements ou qui les ont provoqués. Et qui, sans haine ni rancœur ou remords, objectivement, racontent les faits, en écartant les analyses susceptibles d'influencer le lecteur. C'est dans cet état d'esprit que je raconte ce que j'ai vécu, ce dont j'ai été témoin, ce que j'ai fait à partir de ce jour-là, le 18 février 1964. À ma libération conditionnelle le 30 décembre 1970, je m'incline respectueusement devant la tombe militaire du policier Kambo mort en prison et des civils dont les morts sont liés à cette histoire. Des conséquences inhérentes au décès provoqué du président Léomba. Je salue tous ceux qui, dans tous les pays du monde, ont su, savent et dans les tribulations, à cause de la politique de leur pays et dans l'adversité, garder leur foi, leur courage, leurs opinions, sans être bloqués par une absurde intransigeance. Ils restent lucides et fermes dans leur position. Leurs idées ne sont jamais souillées par une quelconque influence extérieure. Emmanuel Mbéné, Bagdad, le 7 janvier 1981. Les amis, vous l'avez compris, je ne vais pas vous raconter une histoire comme d'habitude. Je n'ai pas pris une histoire comme d'habitude où je vais comparer des faits historiques, prendre des livres, différentes sources et essayer d'analyser. Cette fois-ci, je vais vous faire un compte rendu du message que Emmanuel Mbéné a voulu faire passer aux Gabonais et même à tous les Africains et tous les verrues de politique dans le monde. Emmanuel Mbéné, c'est le frère du sous-lieutenant Adzoum Béné, le cerveau du coup d'état de 1964 au Gabon. Et il a tenu à écrire un livre sur ce qu'il a vécu dans ce coup d'état. Et croyez-moi, si je décide de vous faire cette vidéo en cette date particulière, c'est parce que j'ai été particulièrement touché par ce qu'il a écrit. Parce que c'est un homme qui n'était pas à la base lié à la politique. Il s'est retrouvé dedans parce que son frère a fait un coup d'état. Et c'est son histoire que je m'apprête à vous raconter aujourd'hui. Je vous ai promis que son histoire est incroyablement intéressante la dernière fois. Et vous verrez que je ne me suis pas trompé. Cette histoire nous plonge également dans la politique gabonaise des années 60, dans ses intrigues et dans ses vices les plus sombres. Les amis, je compte sur vous pour partager cette vidéo au maximum, de la liker, de la commenter, même n'importe quoi, dites quelque chose en commentaire et surtout, concentrez-vous parce que l'histoire va être longue. J'ai essayé de prendre tous les détails possibles parce que là, je vais essayer de transmettre le message d'Emmanuel Mbéné. Hormis ce qu'il a dit dans son livre, je ne prends des informations nulle part. C'est-à-dire, s'il y a des trucs que vous dites que c'est pas faux, c'est pas à moi que vous dites que c'est faux, c'est à Emmanuel Mbéné parce que c'est lui, c'est sa version du coup d'état. C'est ce qu'il a vu, c'est pas ce qu'on lui a raconté. Je l'ai dit dans la préface. Je pense que j'ai suffisamment tâtonné pour cette introduction. Les amis, asseyez-vous, restez concentrés parce que Biaziasso. On est le 18 février 1964 et le Gabon subit là le premier coup d'état de son histoire. En effet, une crise politique bouscule le pays. Léomba a du mal à s'entendre avec l'opposition. Et c'est en cette date, le 18 février 1964, qu'un petit groupe de jeunes officiers décide de renverser Léomba. Parmi ces jeunes officiers, on a le sous-lieutenant Adzoum Béné. Il a été formé à Saint-Cyr et de tout ce que j'ai pu voir, il est très patriote. Et on dit également que c'est lui le cerveau du coup d'état. Et vous allez comprendre pourquoi dans la suite de l'histoire. Sauf que Emmanuel Mbéné ne va pas garder le secret du coup d'état à lui-même. Il va en parler à son frère. Son frère, c'est Emmanuel Mbéné, celui qui écrit l'histoire que je suis en train de vous raconter. Rapidement, Emmanuel Mbéné est entraîné dans cette histoire et cette histoire va bousculer le cours de sa vie et également l'histoire de leur pays, le Gabon. À cette époque, le climat est tendu, Léomba dirige le Gabon d'une main de fer et de plus en plus, il essaie de centraliser le pouvoir, ce qui ne plaît pas à l'opposition et une attitude qui ne plaît pas également à l'armée. La situation se dégrade vraiment quand Jean-Hilaire Obam, grande figure de l'opposition, décide de démissionner de son poste de la Cour suprême. La démission de Jean-Hilaire Obam symbolise la rupture entre les deux grands partis politiques de l'époque, l'UDSG de Jean-Hilaire Obam et le BDG de Léomba. Mais surtout, cette démission montre à quel point le régime de Léomba est autoritaire. Parce que si Jean-Hilaire Obam démissionne, c'est parce que Léomba a empêché un cumul de postes entre celui de député et celui de président de la Cour suprême. Et ce conflit entre Jean-Hilaire Obam et Léomba va alimenter les tensions dans l'armée, notamment chez les officiers comme Daniel Mbéné. C'est comme ça que, influencés par la dynamique politique instable du pays, les militaires comme Daniel Mbéné vont penser à faire un coup d'état. Mais tout n'a pas été aussi linéaire. Daniel Mbéné, c'est un patriote, il n'apprécie
n'apprécie pas de voir le pays être dirigé de la sorte. Et pour lui, passer à l'acte, c'est pas juste un acte de rébellion, c'est surtout un geste patriotique. Et à cette époque où les envies de coup d'état germent dans son cerveau, il décide de s'adresser à son frère, Emmanuel Mbene. Quand il parle de son projet à son frère Emmanuel Mbene, tout de suite son frère est tout de suite apeuré. Déjà qu'il faut dire qu'Emmanuel Mbene est un cadre, un jeune cadre des postes de télécommunications. C'est quelqu'un qui est très apprécié par Léon Mba. Et en plus, il n'a que 30 ans, il est très brillant, il est promu à un très bel avenir dans le pays et il est marié à une Française qui est d'ailleurs enceinte à cette période. Mais dans le même temps, Daniel Mbene demande à son frère qui travaille au poste de télécommunications de parler à sa belle-mère qui est voyante. Et sa belle-mère, elle est voyante, elle lit dans des cartes pour lire l'avenir. Elle n'est pas professionnelle, mais souvent ses prédictions s'avèrent vraies. C'est comme ça que Daniel Mbene et Emmanuel Mbene se laissent. Et quand ils se retrouvent, Emmanuel Mbene explique à son frère: j'ai vu ma belle-mère, elle m'a expliqué que ton coup d'état va fonctionner, mais il y aura une intervention étrangère. En expliquant ça à son frère, Emmanuel tente de le convaincre de ne plus faire son coup d'état, parce que lui aussi de son côté, il a un très mauvais pressentiment. Et Daniel Mbene, il répond à son frère: d'accord, je vais laisser tomber, il n'y aura plus de coup d'état, on ne va rien faire. Mais sauf que derrière, Daniel Mbene, il a adhéré à la franc-maçonnerie, et l'un de ses proches dans la franc-maçonnerie, c'est un certain Pierre Claver Eyeg. Pierre Claver Eyeg, c'est le neveu de Jean-Hilaire Obam, ils sont très proches déjà politiquement, et Pierre Claver Eyeg va jurer au nom de la franc-maçonnerie qu'il ne va rien se passer durant le coup d'état, que le coup d'état sera un véritable succès. Il va vraiment mettre Daniel Mbene en confiance pour que ce dernier fasse le coup d'état. Mais le problème, c'est que c'est le neveu de Jean-Hilaire Obam, ce qui montre que s'il arrive à convaincre les gens, c'est qu'on peut dire également que Jean-Hilaire Obam était déjà lié. Mais là, c'est pas suffisant pour la justice. De toutes les façons, on verra comment le procès s'est déroulé, on aura le temps de développer tout ça. Emmanuel Mbene, quand il a fini de parler à son frère, il se disait que c'est bon, il n'allait pas faire de tentative de coup d'état, et pour lui, c'était tranquille. Mais le matin du 18 février 1964, Libreville se réveille dans une atmosphère de tension. La ville est complètement en état d'alerte, et en plus, Emmanuel Mbene, il vit au centre-ville, et il voit la présidence depuis chez lui. Et tout de suite, il comprend qu'il y a un truc qui se passe, donc il descend de l'immeuble de là où il habite. À l'époque, il habitait au 9 étage. Pour ceux qui connaissent Libreville, ils doivent connaître. Il descend et il entend des gens parler, on lui dit qu'il y a un coup d'état qui vient de s'opérer, et on lui dit également que c'est un Saint-Cyrien qui est derrière le coup. Il fait directement le lien coup d'état, et son frère est à Saint-Cyr. Tout de suite, pour Emmanuel Mbene, c'est un coup de massue. Tout de suite, il pense déjà à son frère, à la sécurité de son frère, il pense également à sa sécurité. Tout le coup, il n'a vraiment pas envie de se mélanger à ça. Et en plus, il repense aux prédictions de sa belle-mère. En fait, je me trompe depuis tout à l'heure, de sa grand-mère. Et le même jour au matin, devinez qui annonce le renversement de Léon Mba à la radio. Le frère de Emmanuel Mbene, donc le sous-lieutenant Adzo Mbene, Daniel. Il annonce que Léon Mba a été déchu et que l'armée a pris le contrôle du pays. Et quand Emmanuel entend ça depuis chez lui, vous imaginez, il est stressé. Et quelques minutes après, il reçoit un appel de son frère qui lui dit: vas-y, viens à la présidence. Emmanuel Mbene, malgré les peurs, malgré tout, il met son costume, il va à la présidence rejoindre son frère. Et là-bas, Daniel Mbene explique à son frère que voilà, on a renversé Léon Mba et moi j'ai envie que tu sois ministre dans le gouvernement qu'on va constituer. Et il dit également à son frère qu'on va donner le pouvoir à Jean-Hilaire Obam. Mais sauf que son frère, il a un problème avec ça. Jean-Hilaire Obam, c'est quelqu'un qui n'apprécie pas trop. Il se souvient que quand il a été étudiant, Jean-Hilaire Obam l'a humilié. Et il n'appréciait vraiment pas la personnalité de Jean-Hilaire Obam. Pour lui, Jean-Hilaire Obam prenait les gens de haut. Et il raconte même une anecdote selon laquelle Jean-Hilaire Obam avait manqué de respect à son père alors qu'ils étaient amis. Donc Emmanuel Mbene, il n'apprécie vraiment pas Jean-Hilaire Obam. Ce qui est une raison pour lui, en plus, de ne pas participer à ça. Mais il y va quand même. Et à la présidence, après le putsch, ils essaient de faire un gouvernement provisoire. Ils vont d'abord établir un comité militaire révolutionnaire composé de Jacques Mombo, Jean Valère Essono, le sous-lieutenant Adzo Mbene et le sous-lieutenant Ondo Edou. Le comité est censé maintenir une certaine stabilité, mais on verra très vite qu'ils seront vite dépassés par les événements. Le gouvernement provisoire est composé. Jean-Hilaire Obam est nommé Premier ministre et président en même temps. Jean-Marc Eko est nommé ministre des Affaires étrangères. Paul-Marie Gondjou est nommé ministre d'État et des Finances et de l'Économie. Émile Kassam Apessi, donc, dont la nomination a fait couler beaucoup d'encre parce que Jean-Hilaire Obam ne voulait pas le faire nommer. Et c'est grâce au lieutenant Mombo qu'il a été nommé parce qu'il a limite imposé Émile Kassam Apessi à Jean-Hilaire Obam. Donc Émile Kassam Apessi est nommé ministre des Eaux et Forêts. Et pour faire nommer Emmanuel Mbene, son frère a limite aussi imposé ce choix à Jean-Hilaire Obam. Au moment où Jean-Hilaire Obam voulait dire ministre de l'Information, Daniel Mbene a dit mais Emmanuel Mbene. C'est comme ça que le frère de Daniel Mbene s'est retrouvé dans le gouvernement. Alors qu'à la base, il dit qu'il ne voulait pas en faire partie. D'autres grosses personnalités de la politique gabonaise feront également partie. Je pense au docteur Éloi Chambrier qui sera ministre de la Santé. Je pense également à Germain Ba qui sera nommé ministre de l'Intérieur. Je pense également à Philippe Maury, que vous connaissez certainement, qui a été nommé ministre aussi. Mais l'euphorie sera de courte durée parce que dès le même jour, ils vont apprendre que la France a décidé de remettre Léon Mba au pouvoir. Et là, il va se passer une scène surréaliste. Jean-Hilaire Obam, qui est censé être le nouveau président du Gabon, va recevoir un appel de l'ambassadeur français
français au Gabon. Et on a l'impression là que Jean-Hilaire Obama parle à son supérieur alors qu'il a le costume de président de la République. Et là, c'est évident, la France va intervenir pour remettre Léon Mba au pouvoir. Daniel Béné et les autres militaires tentent de se mobiliser pour empêcher la France de marcher sur la souveraineté du Gabon. Il est clair que la petite armée gabonaise ne pourra rien faire face à l'armée française qui était vraiment suréquipée par rapport à eux. Le sergent Albert Eyeng, qui était chargé de protéger l'aéroport, sera confronté à un officier français qui va limite lui dire que cet aéroport appartient à la France. Et face à ça, ces hommes seront contraints de se rendre et de laisser les soldats français atterrir à Libreville alors qu'ils n'avaient pas le droit. Et les civils qui sont restés à la présidence ont décidé de faire appel au peuple. Mais malheureusement, personne ne va bouger. Et tous les civils qui se retrouvent à la présidence se sentent même impuissants face à cette attaque. Et Jean-Hilaire Obama semblait être dépassé par les événements. Les soldats gabonais qui vont se battre savent que c'est voué à l'échec parce que ce jour-là, ils étaient animés d'un certain patriotisme qui n'a pas de nom. Dans la nuit du 18 au 19 février 1964, les forces françaises lancent l'offensive finale. Les combats éclatent au camp militaire de Baraka. Et à Baraka, il y a également des soldats qui sont restés fidèles à Léon Mba qui se battent. Donc vous imaginez à quel point le combat est difficile pour les putschistes. Emmanuel Béné qui est rentré dormir chez lui ne fait que penser aux prédictions de sa grand-mère, avec la fameuse intervention étrangère. Au petit matin, tout est plié. La quasi-totalité des militaires gabonais qui voulaient résister sont soit tués, soit arrêté. Emmanuel Béné qui était rentré chez lui apprend la nouvelle et il est tout de suite angoissé. Il craint pour la vie de son frère. Bien évidemment, il a peur pour la vie de son frère. Dans le même temps, Emmanuel Béné apprend la mort du sous-lieutenant Ndoedou. Et là, c'est un véritable choc. Si on apprend que le sous-lieutenant Ndoedou est mort, cela montre que c'est peut-être possible que son frère aussi est décédé. Et là, c'est un véritable choc pour lui. Il ne pensait pas que l'intervention française allait tuer autant de Gabonais. Encore moins le lieutenant Ndoedou. Faut dire que la mort du lieutenant Ndoedou a également suscité la controverse. Aujourd'hui, en tout cas, le journaliste et enquêteur Pierre Péan, que j'apprécie beaucoup, a émis une hypothèse selon laquelle il y a un militaire gabonais qui va tomber nez à nez avec un militaire français avec qui il a été formé à Saint-Cyr. Et le militaire français va lui dire « Rends-toi, tu seras traité en officier ». Et le militaire gabonais a dit que la France humilie le Gabon en agissant de la sorte et il préférait la mort à la honte. Beaucoup disent qu'il s'agissait du lieutenant Ndoedou. Mais sauf que Emmanuel Béné raconte dans son livre qu'il a discuté avec son frère Daniel Béné en prison et ce frère Daniel Béné lui a expliqué qu'il était tombé nez à nez avec un militaire français avec qui il a étudié à Saint-Cyr et ce dernier lui avait dit rends-toi. Il n'avait pas voulu se rendre et au moment où il a dit rends-toi Daniel, ne fais pas le C. Vous voyez ce que j'ai voulu dire? Et à ce moment-là, Daniel s'est résigné, il a laissé les armes et il a décidé d'abandonner le combat. S'il s'avère que le lieutenant Ndoedou a vécu une scène similaire, peut-être, pourquoi pas. Et même beaucoup de gens disent aujourd'hui qu'il s'agit du lieutenant Ndoedou. Mais bon, on ne saura jamais vraiment de qui il s'agissait. Les militaires français reprennent rapidement le pouvoir à Libreville, ils réinstallent Léon Mba au pouvoir, ils arrêtent les militaires et ils arrêtent également les civils. Emmanuel sera arrêté quelques jours plus tard. Mais quand Léon Mba revient au pouvoir, il va dire ça. Je suis le seul maître de ce pays. Ceux qui sont morts pour ce coup d'état sont morts pour rien. Je n'aurai ni pitié, ni pardon. Si je quitte le pouvoir, je laisserai le Gabon à feu et à sang. C'est Emmanuel qui dit que Léon Mba a dit ça quand il a repris le pouvoir. Ce coup de force de l'armée française va mettre le froid entre les frères Béné. Parce qu'il y a un qui ne voulait pas faire le coup d'état, qui a dit à son frère que ne fait pas le coup d'état parce que ça ne va pas bien se passer. Mais Daniel a préféré écouter Pierre Claver et Eyeng. Ça va donc mettre un petit froid qui ne va pas durer longtemps entre les deux frères. Et les deux seront arrêtés avec un groupe de militaires et de civils comme Jean-Hilaire Obama, Jean-Marc Eko, le lieutenant Mombo et Son, et ils seront envoyés de suite à Dom-les-Bains. Et Dom-les-Bains, en vrai, c'est le début de la prison pour eux. C'est le vendredi 3 avril 1964 que les civils et les militaires atterrissent à Dom-les-Bains. Dom-les-Bains, c'est vraiment une prison dans la forêt. Déjà, ils sont conduits là-bas en hélicoptère. C'est pour vous dire à quel point la zone était dans le Gabon profond. Pour vous la faire courte, comme militaire à Dom-les-Bains, il y avait les militaires Mombo et Son, Daniel Béné, les sous-officiers Anoto et Moussavou, le sergent en chef Moulopo Mbele, le sergent Amia Ondo, Obam, Gema, Angouna, maréchal des logis Edzan. Et comme caporal, il y avait Mbindi. Et comme civil à Dom-les-Bains, il y avait Jean-Hilaire Obama, Paul-Marie Gondjou, Jean-Marc Eko, Philippe Tirandon et même Éloi Chambrier. À Dom-les-Bains, l'atmosphère était lourde. Emmanuel Béné ne faisait que penser par exemple aux prédictions de sa grand-mère. Et à Dom-les-Bains, les conditions étaient vraiment précaires. Ils étaient par exemple obligés de cuisiner eux-mêmes. Et la tension était souvent palpable. Par exemple, une fois, le sous-lieutenant Adzom Béné a voulu en venir aux mains avec le lieutenant Mombo. Et si pour beaucoup de politiciens à cette époque,
Dom-les-Bains, c'est déjà un châtiment pénible. Ils n'imaginent pas ce qu'ils vont voir à la prison centrale quand ils seront enfermés. Et si je vous dis qu'à cette époque, à Dom-les-Bains, Jean-Hilaire Obam discutait souvent de comment ils vont récupérer le pouvoir et tout ça. Sauf qu'en septembre de la même année, ils seront retirés de Dom-les-Bains pour venir assister à leur propre procès. Le procès qui va suivre les événements du coup d'État de 1964 au Gabon avait une tension palpable. Et dès le début, on a senti une volonté du régime de Léon-Mba de faire des exemples pour ne plus donner envie aux gens de faire des coups d'État. Mais surtout, il y avait cette volonté de trouver également ceux qui étaient derrière le coup d'État. Beaucoup de civils et de militaires se retrouvent sur le banc des accusés. Et parmi eux, Emmanuel et son frère Daniel Mbene. Le procès commence par des interrogatoires. Et dans le début, on sent que le procureur avait déjà ses a priori et qu'il voulait rester sur ses a priori. Par exemple, il pensait que le coup d'État avait été orchestré par les militaires, mais qu'ils avaient été appuyés par des membres internes du pays, c'est-à-dire des grosses personnalités. Et il y aura des révélations sur tous les grands acteurs du coup d'État. Par exemple, Jean-Hilaire Obam. Jean-Hilaire Obam, c'est l'adversaire politique de Léon-Mba. Durant le procès, on va découvrir que Jean-Hilaire Obam ne voulait pas s'engager tant qu'il n'était pas sûr que le coup d'État était acté. Donc son hésitation va faire en sorte qu'il soit positionné comme un leader, mais un leader hésitant. Mais néanmoins, il sera coupable de complicité. Parce que le président, après le coup d'État, c'est lui. Et en plus, il savait déjà par l'intermédiaire de son neveu, Pierre Claver Eyeg, qu'il allait avoir un coup d'État. En parlant de son neveu, Pierre Claver Eyeg, il y a beaucoup de choses à dire sur lui. On va découvrir dans le procès que c'est lui qui avait réussi à convaincre Daniel Mbene de faire le coup d'État. Pourtant, Daniel Mbene avait dit qu'il abandonnait cette idée. Mais il a réussi à le persuader. Et on va également apprendre que Daniel Mbene n'est pas la seule personne qui l'a convaincu. On apprendra également que Pierre Claver Eyeg a convaincu le lieutenant Mombo. Pour la petite histoire, le lieutenant Mombo, il ne voulait vraiment pas faire le coup d'État. Mais Pierre Claver Eyeg, le neveu de Jean-Hilaire Obam, a réussi à le convaincre. C'est pour vous montrer à quel point Pierre Claver Eyeg était impliqué. Quand on sait que Pierre Claver Eyeg, c'est le neveu de Jean-Hilaire Obam, on est obligé de faire le lien. Jacques Mombo, on va découvrir qu'il a participé au coup d'État, mais surtout qu'il voulait être le président. Il était le militaire le plus gradé et pour lui, c'était naturel qu'il prenne le pouvoir après le coup d'État. Donc, il n'était pas forcément d'accord qu'on remette le pouvoir à Jean-Hilaire Obam. On accuse également le lieutenant Mombo et on découvre que c'est lui qui allait capturer Léon-Mba dans sa résidence. Il était certes accompagné du lieutenant Essono, mais ça pose problème. Parce que quand ils sont allés dans la résidence de Léon-Mba était en train de se doucher. Ils l'ont récupéré, il était tout nu et ça, c'est grave. Parce que lors du procès, on dit qu'ils ont vu la République à nu. Et ça a été utilisé contre les lieutenants Mombo et Esson parce qu'ils ont vu la nudité du président, ce qui est très grave. Pour rappeler, je disais souvent, Léon-Mba s'est senti humilié après ce coup d'État. C'est certainement aussi à cause de ça. Et c'est pas fini pour le lieutenant Mombo. On va découvrir également sur le lieutenant Mombo qu'au moment où il a récupéré Léon-Mba, il va demander à un soldat de lui récupérer un champagne, ce qui ne va pas arranger les choses pour lui. Sauf que pour se défendre, le lieutenant Mombo va tout mettre sur le sous-lieutenant Alzo Mbene. Je parle là bien évidemment de Daniel Mbene, le frère d'Emmanuel Mbene qui nous raconte l'histoire qu'on écoute aujourd'hui. Et puis vient Daniel Mbene, celui qui est perçu comme le cerveau du coup d'État. Lui, pour le coup, il vient tout décomplexer, tout décontracter. Il est accusé à la barre, mais il se met à rejeter la faute sur le régime. Il dit d'abord que ses actions visaient à libérer le pays. Et il présente également les limites du régime gabonais et du pouvoir gabonais. Il montre les défaillances que les militaires vivent. Il explique également ce qu'il a vécu le 18 février 1964, quand il fallait riposter face aux Français. Il fait par exemple savoir que le matériel qu'avaient les militaires gabonais n'était pas adéquat. Et pour le coup, il va prendre ses responsabilités sur ce coup d'État et il va assumer l'entière responsabilité du coup d'État. Et ça va lui coûter très cher. Vous savez, le lieutenant Daniel Mbene est vraiment patriote et c'est quelqu'un qui a une haute estime de lui-même. Après qu'il ait pris la parole, il a été applaudi au procès. Mais bien évidemment, le régime de Léon-Mba n'a pas apprécié ses propos. Et ça va lui coûter cher. Et Emmanuel Mbene, bien qu'il n'ait pas joué un rôle du premier plan, il sera juste accusé de complicité. Mais ils vont également faire le lien avec sa proximité avec son frère. Donc il sera naturellement condamné. Les verdicts sont prononcés et par exemple, les gens comme Daniel Mbene ou Pierre Claver Eyeg auront 20 ans de travaux forcés et 20 ans de prison. Jean-Hilaire Obam aura 10 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction de séjour au Gabon. Et Éloi Chambrier auront juste 2 ans de prison. Au sortir de là, les condamnations sont sévères. Tous iront en prison. Certains vont rentrer en prison et d'autres ne vont pas sortir de là vivants. L'impact psychologique sur tous les prisonniers va se sentir sur leur visage. Ceux qui avaient des postes de ministre lors du coup d'État se retrouvent à voir leur avenir en prison. Et pour Emmanuel Mbene, c'est le début d'une longue réflexion. Il repense. En fait, il s'en veut d'avoir participé à ça. Pourtant, il avait dit à son frère de ne pas faire le coup d'État. Il n'a pas voulu participer au gouvernement, mais il a été contraint par la force des choses. Pour lui, psychologiquement, c'est affreux. Il a certes même 2 ans de prison, mais il ne fera pas 2 ans.
La prison centrale, communément appelée Sans Famille, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lieu sinistre, déshumanisant et surtout un véritable lieu de torture. Les auteurs du coup d'état de 1964 ne le savent pas encore, mais ils vont vivre les pires années de leur existence là-bas. Déjà, ils expliquent que quand ils arrivent dans les bâtiments de la prison centrale, je vous rappelle, on est en 1964 et cette prison centrale sert toujours aujourd'hui. Ils disent que les murs étaient sinistres, on dirait un cimetière. Sur le plan hygiénique, n'en parlons pas, c'était vraiment sale. Ils étaient régulièrement frappés à coups de matraque. L'objectif était clair, les torturer psychologiquement. Ils n'avaient par exemple pas de toilette, ils devaient faire leur selle dans des trous. Et pour se doucher par exemple, ils utilisaient des tuyaux percés. Parmi les prisonniers, on retrouve Daniel Béné, Jean-Hilaire Obam, Pierre Claver et Éloi Chambrier, même s'il ne va pas durer comme les autres en prison. Et à la prison centrale, on avait l'impression qu'on voulait les tuer psychologiquement. Et il y en avait vraiment d'autres qu'on avait l'impression qu'on voulait les tuer physiquement. Celui qui a vraiment souffert à la prison centrale, c'est Daniel Béné. Et malheureusement, il va mourir à la prison centrale de Libreville et n'en sortira jamais vivant. Les autorités l'ont maltraité. Quand je vous dis maltraité, il avait un traitement spécial. Les tortures, il faisait tout pour qu'il tombe malade. Et c'est comme ça que Daniel Béné va tomber malade. Rien ne sera fait pour le soigner et il va mourir en prison. En fait, personne ne sait ce qui s'est réellement passé. Est-ce que quelqu'un pouvait imaginer quelqu'un avec le comportement de Daniel Béné sortir de prison? Est-ce que c'était sécurisant pour un régime quelconque? Quand on voit ce qu'il a fait au procès, quand on vous dit que c'est lui qui a mené le coup d'État, quand on vous dit que c'est lui qui a été le cerveau du coup d'État, qui voulait voir ce gars-là dehors? Qui voulait voir quelqu'un qui, en position de faiblesse, était capable de dire à un régime, vous, ce que vous faites, c'est pas bien? Personne. La vérité, c'est que personne de puissant ne voulait voir Daniel Béné sortir de prison. C'est ça la vérité. Et même sa mort, on a voulu la dissimuler. Parce qu'on a emmené son corps à l'hôpital, mais le problème, c'est que celui qui devait emmener le corps à l'hôpital, un chauffeur de camion, c'était un proche qui a reconnu le corps. Et là, il a informé la famille. Et là, on explique qu'il était malade, qu'il est mort. Personnellement, personne n'y a cru. Mais c'est l'hypothèse qu'on va garder. Et sa mort a profondément marqué tous ceux qui l'entouraient. Je vais vous prendre un exemple. Quand ils sont arrivés en prison, tous, Jean-Hilaire Obam, Pierre Claver et lieutenant Mombo, lieutenant Esson, quand ils sont tous arrivés en prison, on leur a donné des boîtes de sardines. Des boîtes de... Non, même pas de boîtes de sardines, des boîtes de conserve. Et ils n'avaient rien pour ouvrir les boîtes de conserve. Mais Daniel Béné, c'est un militaire, c'est un Saint-Cyrien. Et il avait trouvé une manœuvre pour ouvrir les boîtes sans rien, rien qu'avec le ciment du sol. En fait, c'est pour vous montrer à quel point il impactait les gens autour de lui. Et quand ils vont apprendre la mort, ça va faire un choc à beaucoup d'entre eux. Imaginez un peu son frère quand il va apprendre ça. En étant en prison en plus. Son frère, quand il apprend la nouvelle, il est encore en prison. Et il souffre encore en prison. Et il souffre encore plus psychologiquement. C'est encore plus difficile. Et c'est 4 ans après le coup d'État qu'il serait décédé. 1968. Et celui qui a échappé belle aussi, c'est Jean-Hilaire Obam. Beaucoup disent que Jean-Hilaire Obam tombait souvent malade en prison. Heureusement pour lui, il s'en est sorti. Mais ça l'a rattrapé. Et on s'est rendu compte que quand il est sorti de prison, il était pas en bonne santé. Et beaucoup après sa mort ont fait le lien entre la prison et sa santé qui s'était abîmée. Et ils expliquent bien qu'il y a des gens qui meurent en prison et les morts sont souvent dissimulés. Témoignage de Emmanuel Béné, quelqu'un qui a fait plus de 6 ans en prison. On est le 30 décembre 1970. Et après 7 longues années de prison, Emmanuel Béné est libéré sous condition. Sous condition pourquoi? Parce que avant de se faire libérer, il avait eu des entretiens avec le gardien de la prison, un certain Conan, un gars antisémite qui a servi la France durant la Seconde Guerre mondiale et qui est décrit comme un baroudeur sans cœur. Et le 28 décembre, donc 2 jours avant la libération de Emmanuel Béné, il va le convoquer, il va s'entretenir avec lui et il va lui poser quelques questions. Il va lui annoncer qu'il est libéré. Gros soulagement pour Emmanuel Béné. Mais Emmanuel Béné lui dit qu'il souhaite partir en France. Mais Conan va lui faire savoir que ce ne sera pas possible parce qu'il est libéré sous condition. Quand il quitte la prison centrale, Emmanuel Béné est très mitigé. Il pense à son frère qui a perdu la vie en prison, mais il est content d'être sorti de cette salle de torture. Et au moment où il sort de prison, il est accueilli par sa sœur Berthe. Emmanuel Béné, quand il sort de prison, il se sent déconnecté de la réalité. Il a l'impression qu'il est dans un rêve. En même temps, c'est normal. Quand on passe 7 ans à sans famille, la liberté fait du bien. Et malheureusement, à sa sortie de prison, c'est également le début des soucis. Parce que quand il retrouve ses proches et sa famille, il se rend compte que ces derniers auraient préféré qu'il meure à la place de son frère. Limite, c'est comme si son entourage lui faisait porter sur le dos la mort de son frère. Et c'est comme ça qu'il se retrouve rejeté par sa propre famille. Et lors d'un dîner, il va recevoir des remarques vraiment limites. Par exemple, une de ses parentes va lui dire « En vrai, on pensait que c'était toi qui allais mourir en prison. » Est-ce que vous vous imaginez quelqu'un qui vient de faire 7 ans en prison, qui a perdu son frère en prison? Mais le paroxysme, c'est quand l'enfant de sa sœur vient lui demander « Tu préfères un lâche vivant ou un héros mort ?» C'est là encore où il se rend compte que ça va beaucoup trop loin. En fait, tous ces mots font qu'il se sent rejeté. Et en plus, il ne peut pas aller rejoindre sa femme qui est repartie en France. Il ne pourra sortir du Gabon qu'en 1991. C'est vrai que certains comme Éloi Chambrier vont réussir à se refaire une vie, par exemple, après le coup d'État. Mais pour la plupart, ça a gâché leur vie.
ça a gâché leur vie, cette tentative de coup d'État. C'est pas une tentative de coup d'État, c'est ce coup d'État, parce que le coup d'État a été réussi. Sans l'intervention française, c'était pas pareil. Mais Emmanuel sera désormais libre en 1970, mais il sera surtout seul. Il aura perdu son frère et certainement une grosse partie de sa famille. C'est qu'en 1991 qu'il pourra quitter le Gabon. C'est déjà la fin de cette histoire, les amis. Prenez soin de vous. Au revoir.